Bonjour à tous, nous sommes ici à l'hôtel de Soubise dans le Marais à Paris. Pourquoi? Au XVIIe siècle, la laine de qualité manquait en France. Donc Louis XVI a acheté le domaine du duc de Penthièvre à Rambouillet pour y installer un troupeau de mérinos. Ce troupeau de mérinos, de moutons mérinos, il est arrivé en 1786 à pied, venu d'Espagne. Et depuis, il se multiplie régulièrement par consanguinité dans ce bel établissement. Donc aujourd'hui, nous allons profiter d'une belle exposition dans cet hôtel de Soubise, consacrée aux archives de la Bergerie nationale, qui sont maintenant aux archives nationales, à l'historique de cette bergerie, à l'historique de cette race mérinos et surtout à l'utilisation de la laine de qualité pour correspondre au marché actuel, notamment en France. Il y a une grande demande, donc nous allons étudier un petit peu quelle est cette demande de laine de qualité, quels sont les critères, et tout cela au milieu d'éleveurs, au milieu de scientifiques, de zootechniciens et bien sûr d'académiciens, puisque je rappelle que l'Académie, entre 1800 et 1808, avait acheté, non pas l'Académie, mais la Société d'agriculture de la Seine, avait acheté pas loin de 4400 mérinos venus d'Espagne. Peu le connaissent. À bientôt. Je vais essayer de avancer. Merci. Nous entrons donc dans le tout début du parcours de la visite, dans laquelle nous avons essayé de croiser à la fois le passé le plus lointain et les enjeux les plus contemporains sous toutes leurs formes de l'élevage ovin, de la laine et du rapport de cet élevage à nos sociétés. Nous entrons dans l'exposition par ces deux créations artistiques, ces deux tapisseries qui ont été réalisées par une artiste, Berthilde Ducoumet, qui a été en résidence à la Bergerie et qui a fait deux tapisseries, l'une sur le thème de la sélection génétique et l'autre sur le thème de l'encyclopédie. Donc l'idée, c'est effectivement de montrer que tout au long de l'histoire de la bergerie, les sciences et les techniques, l'art, la politique, la guerre et la paix ont été intimement mêlés à l'histoire de cette institution. Nous avons voulu également, dans la scénographie de cette exposition, montrer qu'il ne s'agissait pas d'une histoire ancienne, nous l'avons bien vu dans la discussion, la laine. La laine est aussi un enjeu contemporain, un enjeu de niche peut-être pour le moment, un enjeu peut-être de nouvelles manières d'interagir avec l'élevage, avec la manière de s'habiller, avec les usages sociaux. Et donc un partenariat assez original pour les archives nationales a été noué avec le collectif Tricolore. Il se trouve que depuis l'ouverture de l'exposition en décembre dernier, nous avons eu des échanges avec beaucoup d'acteurs industriels, mais également du patrimoine, et notamment un partenariat important avec le Mobilier National, qui est à la recherche de fibres de grande qualité pour la rénovation du patrimoine des lieux publics français. Et donc, vous voyez que les enjeux techniques, d'élevage, industriels, mais aussi patrimoniaux se croisent dans cette histoire. Donc, ici, les établissements industriels et artisanaux du collectif Tricolore ont exposé leur création et permettent aux visiteurs qui ne connaissent ni de près ni de loin l'élevage et l'industrie textile de découvrir qu'il y a encore des usages de la laine, que contrairement aux idées reçues, la laine n'est pas qu'un déchet agricole, qu'il y a d'autres moyens de la revaloriser aujourd'hui. Toujours dans la logique de plaisir pédagogique pour le grand public, nous avons ouvert l'exposition avec cette chronologie qui démarre en néolithique pour donner à comprendre que la relation entre les sociétés humaines et les animaux d'élevage remonte au tout début de la vie en société organisée. Et que, effectivement, il y avait une longue coévolution qui est certes fondée sur la sélection et l'exploitation des animaux par les hommes, mais aussi par une vie commune, une vie partagée, qui va des aspects les plus prosaïques de l'alimentation jusqu'aux aspects les plus symboliques. Vous connaissez tous les textes sacrés, les textes bibliques sur le sacrifice d'Isaac, etc. La figure du bélier, de l'agneau, sont au cœur de toutes les grandes religions. Et on va s'entremêler les choses les plus prosaïques,
les calculs les plus rationnels du rapport de l'homme à l'animal et les choses les plus symboliques. Et donc il nous semblait important d'entrer par cette double dimension de rationalité scientifique et technique et de mythologie du rapport entre les hommes et les animaux. Nous avons voulu également que le visiteur soit porté de manière essentielle, qui voit que le fond de l'animal photographié, mesuré, année après année, avant et après la tombe. Et vous avez ici des tirages de plaques de verre des années 1920 qui représentaient tous les niveaux de chacun pouvait porter assez régulièrement les idées. Alors, nous allons passer un peu vite dans cette première salle, mais vraiment, je ne peux que vous inviter à revenir tranquillement pour profiter des pièces assez exceptionnelles que vous allez pouvoir y trouver. Le document que Henri Pinotto a montré, il est ici. Vous avez des échantillons de textiles des années 1740. C'est, je dirais, l'un des traits les plus originaux du fonds d'archives de Rambouillet, c'est que nous avons énormément de textiles et d'échantillons de laine. Vous avez ici, derrière vous, l'un des tableaux qui était mis à l'honneur dans les beaux salons de Rambouillet, année après année, qui représentait tous les échantillons collés, achetés à la cire, de la laine, année après année, donc aujourd'hui, travailler sur la couleur des maisons de Rambouillet dans toute la durée de l'histoire de l'institution. Et donc, quand nous avons réfléchi à cette muséographie, nous avons essayé de scander ce discours par, voilà, à chaque fois, un tableau d'échantillons de laine, le contexte de l'époque, la vie de la bergerie, et puis le bruit et la fureur des affrontements sur la maîtrise du textile en Europe et dans le monde. Donc, ici, nous avons un visuel qui présente le système de la Mesta tel qu'il existait en Espagne au XVIIIe siècle. J'insiste sur un point fondamental. Quand l'historien lit les archives du XVIIIe siècle, il est frappé du degré de sophistication des savoirs sur l'élevage, sur les qualités de la laine, sur le soin de la laine, toutes les étapes du travail de la laine avant la manufacture, et sur l'intelligence des jeux du marché au XVIIIe siècle. Il faut se sortir de l'idée, toute représentation évolutionniste linéaire de l'évolution des compétences, que ce soit en économie, en élevage ou autre, sans théorie de la génétique. Le XVIIIe siècle est capable d'avoir une pensée extrêmement aiguisée des enjeux de la sélection. Et quand on regarde les correspondances des marchands qui analysent la qualité de la laine, la manière dont ils l'évaluent, je dirais que la qualité du coup d'œil pour voir sur une fibre ce qu'on va pouvoir en faire, eh bien, c'est du niveau des meilleurs industriels d'aujourd'hui, avec d'autres critères, d'autres instruments, mais il ne faut pas imaginer que le XVIIIe siècle est balbutiant sur l'économie de la laine. Et je dirais même que la singularité de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est d'avoir une conjonction assez exceptionnelle de troupeaux de grande qualité,
d'un art de la conduite par la transhumance des troupeaux qui préservent leur santé et leur qualité, et d'une chaîne à l'échelle européenne de passage des animaux à la tonte de la laine, aux manufactures de l'Europe du Nord-Ouest et aux marchés mondiaux. Donc le XVIIIe siècle n'est pas du tout dans le b.a.-ba de la laine, c'est déjà un système très sophistiqué. Alors, je vais vous inviter à me suivre dans la salle suivante où nous allons dédiée à la création de Rambouillet. Vous avez ici l'un des plans du parc de Rambouillet dans ses tout débuts. Évidemment, d'abord domaine de chasse, domaine royal à partir de 1783, dans lequel Louis XVI, par accord avec Charles III d'Espagne, va obtenir ces fameux mérinos de la grande importation 1786. J'insiste sur un point, mais un seul qui est fondamental. Il ne suffit pas d'avoir de beaux animaux. Il faut avoir un troupeau d'une taille suffisante, avec un bon équilibre entre les béliers et les brebis. Il faut une suffisante diversité de qualité de support des animaux, que ce soit la conformation, la laine, la robustesse, les qualités des mers. Et ce qui change tout dans l'importation 1786, c'est que le roi d'Espagne a vraiment obtenu que les princes du sang, que les grands de la couronne d'Espagne choisissent un troupeau parfait dans sa composition avec les meilleurs bergers du royaume pour en prendre soin et les mener à bon port en France. Toutes les importations précédentes étaient entachées d'erreurs, de choix, de sélection, de soins. Et ce qui a réussi en 1786, c'est la conjonction du choix, de l'accompagnement et de la gestion du troupeau. On le sait bien aujourd'hui, l'élevage, c'est l'art de maîtriser tous les paramètres. C'est l'une des pratiques les plus complexes à gérer et cette question se pose déjà au XVIIIe siècle. Et vous êtes tous du même pour l'Australie? Alors non, justement, c'est un alliage des meilleurs troupeaux du royaume, mais qui avaient tous pour particularité de pratiquer la transhumance entre les Asturies et les Stramados, c'est-à-dire d'être des animaux suffisamment robustes pour tenir cette transhumance sur plusieurs centaines de kilomètres. C'est le nord de l'Espagne, ça. Oui, tout à fait. Où il y a des pâturages bien arrosés en été. Donc, je vais avancer un tout petit peu vite dans cette partie. 1786, nous sommes 3 ans avant la Révolution. On aurait pu penser que les bouleversements sociaux et politiques de la Révolution auraient raison d'une institution aussi neuve, aussi fragile. Il y a encore très peu de construction, le savoir-faire français est encore balbutiant à Rambouillet. D'autant plus que, je ne l'ai pas expliqué, mais la bergerie est domaine privé du roi. Et donc, à partir du moment où les choses se gâtent entre la Révolution et le roi, eh bien, la question se pose de piller les biens du monarque et d'en faire uniquement de l'argent pour les comptes publics. Il se trouve que le gestionnaire de la bergerie, un dénommé Bourgeois, est un homme prudent et avisé qui arrive à convaincre les régimes successifs que la bergerie ne coûte quasiment rien, qu'au contraire, la vente des animaux peut être un profit et surtout, il a autour de lui de bonnes fées qui sont tous les encyclopédistes et les savants du beau XVIIIe siècle qui vont faire la propagande du maintien de Rambouillet en lien avec Maison Alfort, en lien avec l'Académie, etc., qui vont expliquer à chaque fois à quel point il est important de garder cette institution. Et le travail de la laine, parce qu'il y avait aussi les filatures et... Certes, mais ça c'est une question qu'on se posait en temps de paix. À partir du moment en 1792 où la France est en guerre de toutes parts, vous imaginez bien que ces enjeux-là, on y pense, mais on ne sait plus où les mettre dans les priorités d'un pays assailli de toutes parts. À partir de 1793-94, le rapport de force s'inverse. Ce sont les armées françaises qui bousculent les coalitions qui cherchent à étouffer dans l'œuf le projet révolutionnaire. Et on va voir effectivement les relations franco-espagnoles qui étaient sur le mode de la diplomatie entre bons cousins avant 1789 passer dans le rapport de force. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement le festival. Vous allez voir dans les films qui sont ici au fond sur ma droite les pièces du festival, dont les fameux accords secrets qui montrent à quel point la France est fascinée par les mérinos d'Espagne. Et en fait, la France veut à la fois importer le système espagnol
et vous avez brutalement ruiné le système espagnol, qui évidemment est le plus performant, mais une performance dont il faut bien comprendre qu'elle est liée à une géoéconomie. Ce qui fait la puissance de la MESTA, c'est la capacité à gérer une transhumance sur des centaines de kilomètres, donc ça demande des institutions qui ont un rapport direct au politique. À partir du moment où la monarchie espagnole est ébranlée, d'abord par la défaite de 95, ensuite ça va être par l'invasion napoléonienne, l'Espagne ne se remettra jamais de ce choc-là. Et on est frappé de voir dans les archives de Rambouillet qu'on a des documents des ambassadeurs ou d'émissaires français dans l'Espagne du 19e siècle. La laine ne vaut plus rien. La laine d'Espagne a perdu sa qualité. Les animaux sont encore là, mais le manque de soins, de sélection, de conduite des troupeaux fait que les Espagnols sont incapables d'exporter désormais des laines surfines. Et nous voulons leur montrer qu'il est capable de parler, mais c'est qui est le savoir de la prospérité, mais aussi une prospérité qui est non pas simplement à la richesse du sol, mais qui est liée au génie, à la sélection. En fait, on a fait ça par effectivement, si on compare le poids de l'industrialisation française et britannique en fait, on a effectivement un tropisme pour le secteur du luxe de 1800 ans qui va aller chercher des nouveaux produits. Et c'est assez éclairant de voir quelqu'un comme Jean-Claude qui revient sur cet imaginaire du luxe à la française. Marché du luxe qui essaye effectivement d'aller sur le segment haut parce que on est sur un continent tout entier. L'ambition est démesurée, les moyens qui sont mis sont colossaux. On a dans les archives nationales les dossiers de recrutement des inspecteurs, c'est un travail très sérieux qui a été fait. Les cartes, on a essayé de localiser tous les endroits où on avait implanté des bergeries. Je dirais qu'il y a une équivalence entre la stratégie militaire de l'empereur et la stratégie politique. Il y a une pensée stratégique de la cartographie. La pensée à une chose, c'est les haras. C'est le modèle des haras. Sauf que là, ça va être massif. Et il faut des immensités de pâturage. Et cela évidemment que la défaite de Trafalgar va tout changer. Ce n'est pas la France qui a accès aux Bermudes et aux grandes steppes du sud, c'est le Royaume-Uni qui va trouver des grandes steppes disponibles d'Argentine, d'Afrique australe, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, et qui va pouvoir développer un élevage humain sans barrière, sans prédateurs pour ce qui est d'Australie, sans aucun coût de propriété, et donc à des prix des champs plus concurrents. Et effectivement, entre les brutalités du Premier Empire, les maladresses d'une politique économique qui hésite entre dirigisme et libre-échange, et puis la victoire britannique sur les mers, les prix de la laine chutent dans les années du qui était berger. Mais du coup, basque, c'est basque français, là, basque français, il y a des Espagnols. Étalon d'une qualité de laine dynamique. Et on voit que dans la communication de Rambouillet, dès les années 1840-1850, il commence à dire que ça, c'est qu'on a depuis longtemps. Et sur nos documents, on va dire, on en est à la 30e, 40e, 50e génération, etc. Voilà. On fait qu'on va développer tous les ans et qu'on peut faire confiance. Et je dirais que là, vous avez des certificats d'origine, animal par animal, qui font toute la vertu du modèle français. Les tentatives d'importation plus ou moins frauduleuses, on a fait un gros marché avec à la fois les choix des bêtes, la laine de travail et la frontière. L'Australie, c'est d'autres pays évidemment qui est passionné par la laine, c'est pas simplement la spéculation fourrure, c'est vraiment vous avez ici des photos vraiment chargées de tondeurs de laine qui à la fois
Les modèles ne sont pas du tout les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes parce que la maîtrise du foncier, parce que le système d'exploitation n'est pas le même, et qu'on est en France et dans les îles britanniques, malgré les entreprises encore dans une vague à l'échelle raisonnable, alors que le monde, c'est des masses. C'est impressionnant. Extensif. C'est de la compréhension de psychologie des œuvres, comment les convaincre d'accepter le système. Et donc, il y a effectivement une histoire assez étonnante qui passe par Rambouillet, par le moment où c'est les hommes de Rambouillet, parce qu'ils ont cet art de... Qu'est-ce que les éleveurs intellectuels sont devenus de l'élevage humain? C'est vraiment la grande problématique depuis plusieurs décennies maintenant.